Bonjour à Saint-Cher, merci d'être présent comme toujours pour répondre à nos questions. Nous sommes en ce moment alertés par vos messages concernant de possibles manifestations anti-françaises et même anti-monde occidental qui pourraient se dérouler après la fête de l'Aïd. Qu'est-ce qu'il en est à votre avis exactement? Oui, je vous salue Jean-Loup Charles. Je salue aussi les gens qui vont nous écouter. Je vous Oui, remercie de m'avoir accordé cette interview. C'est vrai, on peut dire que depuis des semaines, il y a des informations, des rumeurs qui circulaient dans la ville et ces rumeurs se sont concrétisées dernièrement. J'avais publié un article sur ça pour informer les gens. Avec comme on dit, les organisations, il y a des associations, des ONG qui sont des organisations satellites du régime, du parti RPP qui est au pouvoir. Ces organisations satellites sont en train euh, de faire leur tournée dans la ville, dans la capitale, dans les quartiers de la capitale et dans les villes de l'intérieur pour arriver à regrouper le maximum de gens qu'ils peuvent trouver afin de préparer des manifestations anti-français et anti-français en particulier et occidentales en général en fait. Donc ce projet est prévu pour le 12 mai. Je ne sais pas s'ils vont retarder ou bien avancer ça, mais les gens à qui ces régimes, je veux dire les associations satellites du régime, ont rencontré les avaient informé que les premières réunions de masse aura lieu après la fête de la Eid, c'est-à-dire après le lundi au plus tard. d'accord. Et qu'est-ce qu'il s'agit de démontrer à votre avis pour le régime? Qu'est-ce qu'il a gagné à faire ça? C'est une demande chinoise? C'est quoi? Oui, c'est une longue histoire, on peut dire. On avait parlé il y a pas longtemps, on avait fait une interview, une vidéo où on parlait Oui. la base marine navale éthiopienne à Djibouti. Oui, on va y venir à Oui, cela. ça a des liens. En fait, ça a des liens avec cette base éthiopienne, ça a des liens avec la base chinoise. Donc tout ça, c'est entremêlé en fait. Et le projet pétrolier des Damerjouk, tout ça, c'est entremêlé. Euh, on sait que c'est Kigele, son plus grand projet, son plus grand souhait, c'est de mettre en place un régime pérenne dont il sera et dont il pourra demain, s'il quitte ou s'il meurt, que ce soit son fils ou sa fille qui le remplace. C'est son souhait le plus cher en fait. Il veut rester Donc, à vie. voilà, c'est de maintenir la pérennité de sa famille, en fait. Exactement. Comme sa Bon, famille. mais c'est confortable d'avoir les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre. Ça lui permet de diviser pour régner comme il l'a fait depuis l'origine. Entre les tribus, entre les gens, entre les partis politiques, il a toujours essayé de diviser pour régner. Et là, les Américains et les Chinois, c'est merveilleux. Pourquoi faire des manifestations contre le monde occidental? Contre le monde occidental, oui, il a toujours réussi à diviser le peuple djiboutien. Bon, comme on sait à Djibouti, le peuple djiboutien ne connaissait pas le tribalisme, tout ça. C'est grâce à IOG qu'on a appris, je peux dire. Parce que Oui, quand un Djiboutien il part à l'extérieur du pays et qu'il rencontre un autre Djiboutien, la première chose qu'on se demande, ah, tu es Djiboutien, oui. Tu es de quel quartier, on se demandait. On se disait pas tu es de quelle tribu ou tu es de quelle ethnie, on se posait pas la première question qu'on se posait, c'était tu es de quel quartier. Donc, ça vous montre que la mentalité djiboutienne, le tribalisme n'avait pas une importance, vu qu'en Afrique de l'Est, le tribalisme a une importance, à Djibouti, on pourrait dire qu'il n'avait pas beaucoup d'importance en fait. L'appartenance ethnique n'avait pas d'importance. Mais depuis l'arrivée au pouvoir des Guélés, tout a changé. Même le Mabraz, les endroits où les gens broutent le cat à Djibouti, oui. avant c'était organisé en fonction des quartiers, des amis de l'école ou des collègues du travail. Mais actuellement, ces Mabraz sont organisés en fonction de clans.
D'accord. Donc tout a Alors, changé. quel intérêt de faire des manifestations contre les Français et les Américains? C'est une demande de la Chine, c'est quoi? Oui, c'est une demande indirecte de la Chine. C'est une demande indirecte de la Chine. Et pourquoi? Parce que euh, on avait parlé, pourquoi je vous dis on avait parlé de la base navale éthiopienne. La base navale Oui. éthiopienne est un test pour Ismaël Omar Guelleh. Il veut tester tous ceux qui ont un intérêt à Djibouti. Quand on parle de Djibouti, on parle de Bab el-Mandeb, on parle du canal de Suez, on parle de la mer Rouge. C'est un axe maritime où il y a plus de 40%, je veux dire 40% du pétrole mondial qui passe, où il y a tout un commerce qui passe, important du monde. Oui, à la base éthiopienne, c'est une manière de tester ceux qui ont des intérêts à Djibouti. On sait que quand on parle de Djibouti, on parle de Bab el-Mandeb, on parle de la mer Rouge, on parle du canal de Suez. C'est des axes maritimes où passe, on peut dire 30 à 40% du commerce mondial, une dizaine de pourcents du commerce mondial, je veux dire 40% du pétrole mondial, je veux dire vingtaine pour cent du commerce Oui, mondial passe dans cet axe. on connaît l'importance de la mer Voilà, Rouge et du canal de Suez. exactement. Oui, on Mais connaît l'importance. Sujet, si vous me le permettez, j'aimerais faire une petite parenthèse et vous montrer l'interview qui a été réalisée en Chine avec l'ambassadeur de Djibouti en Chine et qui montre la collusion déjà existante. Guelleh est venu à Pékin pour assister au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Quelles sont vos opinions sur les résultats de ce sommet? Le président Ismaël Omar Guelleh a eu un long entretien avec son homologue, le président Xi Jinping, et ont discuté des voies et moyens pour renforcer encore davantage ces relations excellentes entre les deux pays, et ont évoqué les relations sur le plan économique, les opportunités d'investissement, mais également aussi la partie djiboutienne avait demandé à ce que la partie chinoise puisse encourager le secteur financier et les hommes d'affaires chinois à pouvoir s'installer dans la nouvelle zone franche économique. Au cours de ces échanges entre les deux chefs d'État et les deux délégations, également ont été évoquées les relations internationales et comment nous pourrions coordonner nos actions sur le plan international. l'Éthiopie, les Chinois sont pour l'implantation d'une base éthiopienne ou ils seraient plutôt hostiles à votre avis? Ils sont pour l'installation d'une base éthiopienne. Pourquoi? Parce que ils ont des intérêts communs très importants, c'est-à-dire par exemple, il y a le port de Doralé de Demerjouk, la pipeline de l'Ogaden, l'exploitation du pétrole et des gaz de l'Ogaden. Oui. Ça, c'est un point commun qui réunit les intérêts de l'Éthiopie et de la Chine. Comme le ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie avait dit et qu'on avait mentionné dans notre rapport et dans notre interview de la dernière fois, nous créons il avait dit, nous créons la force navale éthiopienne pour protéger nos intérêts. Donc, l'Éthiopie n'a pas un littoral maritime, donc elle n'a pas de mer. Donc, quel est l'intérêt qu'elle peut protéger? C'est le plus important intérêt qu'on voit éthiopienne qui est lié à la mer, c'est cette oléoduc qui va ramener le pétrole de l'Ogaden ou le gaz de l'Ogaden à Djibouti. Donc, pourquoi Guelleh veut installer, c'est les forces éthiopiennes devraient protéger ça. Et qui a intérêt dans ce projet? C'est en premier la Chine qui va avoir 60%. Djibouti a signé un accord avec la société qu'on appelle Boli GCL qui est chinoise. Elle avait signé ça le 25, c'était le 25 octobre 2017 qu'elle avait signé. Djibouti avait signé avec cette société chinoise le 25 octobre 2017 un protocole d'entente commerciale. Donc, sur la construction de l'oléoduc, sur la construction de l'oléoduc. Exactement. Et le port pétrolier et la raffinerie et les raffineries et le stockage, le centre de stockage qu'ils vont construire à Damerjouk. Donc, Guelleh avait en personne inauguré le 3 septembre 2020 ces projets
Et qu'est-ce que ce protocole d'attente commerciale prévoyait? Elle prévoit 10% pour Djibouti, 30% pour des sociétés. Des sociétés, je vais dire privées, c'est des sociétés privées, il y a dedans quoi? Il y a la fille d'Ismaël Omar, il y a la famille en tout cas d'Ismaël Omar qui sont dedans, c'est des fausses sociétés, c'est des sociétés bidons qui sont créées spécialement pour voler l'argent comme ils l'ont fait avec Damerjog, le projet des bords de Damerjog. Et puis 60% pour la société chinoise. Donc Djibouti, sur lequel on construit ces projets sur son sol, qui aura un impact négatif sur l'environnement, sur la population, sur la santé, on n'aura que 10%. Des sociétés dont on ne connaît pas réellement qui ils sont auront 30%. Donc l'Éthiopie devrait veiller, les forces navales éthiopiennes devaient venir à Djibouti pour veiller sur ces projets-là. Et ces projets appartiennent à la Chine. C'est la Chine qui va investir le plus grand. Oui. Je comprends bien. Donc, à votre avis, Guélé est en train de finaliser la vente du pays pratiquement. Exactement. Il est en train de finaliser la vente du pays. Il est en train de finaliser en plus l'accord de défense stratégique qu'il avait signé avec la Chine. Vous vous rappelez, il y a longtemps, quand il y a des années, il avait signé un accord de défense, un accord stratégique de défense avec la Chine, mais il est en train de finaliser. C'est l'accord de défense qu'il a signé dernièrement avec l'Éthiopie. C'est un test. Au mois de mars, l'accord qu'il a signé, c'était un test. Si cela marche, cela fonctionne et que les pays qui ont un intérêt dans cette région ne réagissent pas, qu'il soit occidental ou arabe, parce qu'en parlant de Bab el-Mandeb, on menace l'Arabie Saoudite, on menace l'Égypte. Il n'y a pas que les Français, les Américains, non, il y a beaucoup de pays de la région qui ont des intérêts aussi. Donc, si eux ne réagissent pas, le projet éthiopien sera suivi par un accord de défense avec la Chine qui mettra fin à l'accord de défense française avec lequel on avait la France. Comme ça. Est-ce que la France a signé finalement l'accord de défense? Il est signé avec la France puisqu'il devait être renouvelé là récemment. Non, je crois que c'est en 2024. C'est en 2024, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est pas encore fini. C'est pas encore signé. Donc voilà, l'objectif d'Ismaël Omar est de mettre dehors la France. C'est clair. Il y a aucune discussion là-dessus. Mais donc qu'est-ce qu'ils vont, Ismaël Omar, actuellement avec ces organisations satellites qui circulent dans la ville? Il essaye de faire comprendre, il raconte aux gens que l'impérialisme veut encore recoloniser Djibouti et nous ne voulons pas ça. Nous sommes un pays indépendant et souverain et nous voulons chasser l'impérialisme. C'est ça le rumeur qu'ils font, la propagande qu'ils font circuler dans la ville. Mais la question qu'on peut se poser, si à Djibouti, un Djiboutien, on lui demande qui a le plus de mal causé au peuple djiboutien, est-ce que c'est l'impérialisme occidental ou le régime mafieux de Guelleh? C'est clair. Le régime de mafieux de Guelleh a pu exister jusqu'à maintenant avec la pacificité, je vais dire, ou la complicité de l'impérialisme occidental, mais ce qui a directement causé un problème au peuple djiboutien, c'est le régime de Guelleh. Parce que ce qui a appauvri les gens, c'est le régime de Guelleh. Ce qui a volé l'argent de l'État, c'est le régime de Guelleh. Ce qui prive les gens d'une électricité et de l'électricité et l'eau à Djibouti, c'est le régime de Guelleh. De tous les services publics. Voilà, exactement. Donc, on peut dire que le projet, le 12 mai, moi, ce que je veux dire au peuple djiboutien, de ne pas y participer. Pourquoi? Moi, le message que je vais adresser au peuple djiboutien, je les appelle, je les demande de ne pas participer. Je les mets en garde parce que tout est possible dans cette affaire. Connaissant bien que les services du groupe terroriste Al-Shabaab se monnaient actuellement, parce qu'on connaît que le groupe Al-Shabaab, c'est pas un groupe idéologique, c'est tout à fait faux. C'est une sorte de mafia qui se cache derrière le turban et le Coran, simplement. C'est pas aucune idéologie religieuse ou tout ça. Il suffit que vous aviez ou passé pour leur donner un peu d'argent, ils vont faire un attentat là où vous voulez. Si vous leur demandez de faire un attentat dans l'océan Indien, ils vont le faire. Il suffit de leur payer. Des mercenaires. Voilà, c'est des mercenaires. Voilà, c'est une sorte de la mafia. C'est une mafia
C'est une mafia qui se cache derrière le Coran, simplement, derrière la religion. Donc, moi, je peux dire à ces gens, à la population djiboutienne, de ne pas y participer parce que tout est possible. Des éléments Al-Shabaab peuvent être présents là-bas pour réaliser des attentats terroristes contre les représentations diplomatiques de ces pays. Et un attentat ne différencie pas, ne fait pas la différence entre un occidental et un djiboutien. Ça va toucher tout le monde. Tous ceux qui sont là seront victimes de cet attentat. Donc, et ça, c'est le message que vous adressez à la population et dont je prends note. Et à votre avis, est-ce qu'il y a un message à envoyer aux responsables occidentaux sur place? Bon, ils doivent être au courant, c'est évident. Mais est-ce que vous lancez un appel aux Américains? Qu'est-ce qui va se passer si les Américains vont faire quoi? Oui, moi je profite aussi de cette occasion pour leur lancer un message, de leur dire nous sommes arrivés à un stade où il n'est plus possible de regarder les dérives du régime de Guelleh. Il faut qu'ils se positionnent. Exactement, de les couvrir. Oui, il est temps qu'ils prennent position devant, je veux dire, les dérives de plus en plus graves du régime de Guelleh. Parce qu'avec cette histoire de base éthiopienne, c'est la souveraineté. C'est la souveraineté de Djibouti qui est mise en cause carrément. Quand il dit il n'y a plus de frontières entre Djibouti et l'Éthiopie, non pas dans les domaines économiques et de mouvement des gens, je veux dire le déplacement des gens et des biens, mais non. C'est au niveau de, il dit il n'y a plus d'État djiboutien en fait, en quelque sorte. Djibouti. Donc le message que je vais envoyé aux Occidentaux, nous sommes arrivés à un stade où il n'est plus possible de couvrir Guelleh. Il est temps de prendre une position parce que on discute, on parle plus des arrestations ni des assassinats à Djibouti. Maintenant, on parle de la souveraineté de Djibouti qui est mise en cause avec le projet qu'il mène en catimini Ismaël Omar. C'est-à-dire, par exemple, la base qu'il veut signer avec l'Éthiopie. Personne ne sait. Il y a que quelques-uns de ses proches à lui qui le connaissent. C'est General Zakaria de l'armée djiboutienne, c'est Mohamed Jama, le garde républicain qui est son cousin qui connaît, c'est le ministre des Affaires étrangères Djibouti, c'est tout. Si vous demandez au Parlement djiboutien, personne ne les connaît. Si vous demandez à la population djiboutienne, personne ne les connaît. À ce point-là. À ce point-là, oui. Il y a quelques personnes du régime qui connaissent cet accord secret qu'il a signé avec l'Éthiopie. D'autant plus que, en fait, des clauses de ce contrat montrent. J'ai eu des clauses simplement, j'ai pas eu la totalité du contrat, de l'accord qu'il a signé, l'accord de défense qu'il a signé avec l'Éthiopie. J'ai pas tout l'accord, mais j'ai eu quelques petites clauses. Il y a une clause qui dit le peuple djiboutien et éthiopien sont des peuples frères qui partagent une culture, une langue et tout ça. Donc, quelle est l'utilité de parler de langue pour l'armée? C'est-à-dire l'armée djiboutienne va étudier l'amharique, la langue de l'Éthiopie. La langue, je veux dire généralisée en Éthiopie, c'est pas la langue officielle, mais la langue généralisée est utilisée en général pour le travail parce que c'est une langue appartenant à une communauté éthiopienne. Il y a plusieurs communautés en Éthiopie, il y a plusieurs langues. C'est une langue qui était prédominante à l'époque en Éthiopie. Donc, l'armée djiboutienne va apprendre l'amharique pour pouvoir travailler avec l'armée éthiopienne. Donc, je vois là que c'est l'amharisation, je veux dire l'éthiopianisation de Djibouti, c'est fini. Ce qui est mis en cause, on sait en plus que à l'indépendance, les pays africains, les pays de l'Afrique, se sont dit, on va pas toucher les frontières coloniales. Donc, si l'Éthiopie veut toucher les frontières coloniales et qu'elle veut remettre en cause cette entente qu'il y a eu entre les pays de l'Union africaine à l'époque, là, nous ne rejetons pas. Nous l'accueillons, mais ce que l'Éthiopie doit savoir, c'est que le territoire somali et afar qui se trouve en Éthiopie, ça a été intégré en 58 par l'Angleterre en Éthiopie. Ça n'appartenait pas à l'Éthiopie, c'était un territoire qui nous appartient. Donc, elle doit rétrocéder, elle doit nous rétrocéder ces territoires dans ces cas. Donc, nous ne sommes pas perdants si elle veut jouer, mais ça risque d'aller à la guerre. Donc, l'objectif de Guelleh, c'est de créer une tension. Pourquoi elle veut aussi le deuxième intérêt de Guelleh dans cette affaire, c'est pas simplement c'est pas pour surveiller ses intérêts, ses investissements à Damerjoug, c'est aussi pour créer une tension à Bab el-Mandeb. En créant une tension à Bab el-Mandeb avec l'arrivée de la marine éthiopienne à Djibouti, il va créer une tension entre l'Éthiopie et l'Égypte. Donc,
et l'Arabie Saoudite. Donc, c'est toute la mer Rouge qui sera une nouvelle zone de tension. Donc là, et les Américains, ils sont là quand même, les Américains. Comment vont-ils réagir, à votre avis? Ils vont s'enfermer chez eux au camp Lemonnier? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Si Guelle maintient cette manifestation anti-occidentale ou française, je crois pas que les Américains vont rester bras croisés. Ils vont réagir d'une manière diplomatique d'abord parce qu'ils savent que c'est pas un projet du peuple djiboutien, c'est un projet d'un groupe d'hommes dirigé par Ismaël Omar. Et sûrement, ils vont réagir d'une manière diplomatique en s'adressant directement à Guelleh. Et là, pour eux, ce serait clair que ce n'est plus le peuple djiboutien que Guelleh menace, comme il a toujours menacé, mais c'est eux-mêmes, ses protecteurs, qui est en train de le menacer maintenant. Et alors, vous voyez les choses comment? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Américains? Ils vont pas aller se battre contre Guelleh. Ils vont pas aller se battre contre Guelleh, mais ils peuvent facilement, comme c'est eux qui les maintiennent en vie, en fait, ils peuvent facilement le mettre hors jeu. On sait qu'à Djibouti, la politique djiboutienne, c'est 50-50. 50% est dans la main du peuple djiboutien, 50% est dans la main des gens qui ont des intérêts à Djibouti, c'est-à-dire Bab el-Mandeb. Donc, là, si on sait que les 50% du peuple djiboutien, Ismaël Omar n'a plus ça. Il n'a plus en main. Il sait que tout le monde est contre lui. Même ceux qui sont à côté de lui, tous ceux qui travaillent à côté de lui, font les doigts tous les soirs après la prière pour que Guelleh meure, en fait. Tout le monde en a marre. Donc, mais simplement, là où il arrivait à rester, comme il arrivait à rester au pouvoir grâce à 50%, on peut dire, du soutien international. Donc, si le soutien international s'arrête, c'est sûr que Guelleh n'aura pas besoin de grand choses. Le peuple djiboutien n'aura pas besoin de grand choses pour le chasser du pouvoir. Une petite manifestation, une petite révolte le mettra hors jeu parce que Guelleh ne tient pas. En fait, il est là simplement, et comme lui il a dit, il est au pouvoir pour gérer son business illégal. Il n'est pas là pour diriger un pays. Oui. Mais les Chinois qui ont investi beaucoup, ils veulent pas perdre leur investissement. Ils vont réagir aussi. C'est vrai que les Chinois ne veulent pas perdre leur investissement, mais la chance qu'on a aujourd'hui, oui, la Chine ne veut pas perdre. Ils ont investi énormément, les Chinois. Exactement, ils ont investi énormément, ils ne veulent pas perdre leur investissement. Mais la chance qu'on a aujourd'hui à Djibouti encore, c'est la Chine n'a pas encore un soutien au niveau du peuple djiboutien, n'a pas un lien direct avec le peuple djiboutien et le peuple djiboutien ne connaît même pas la Chine. Vous avez à Djibouti le peuple, je veux dire les 6 bases occidentales qui sont à Djibouti font travailler presque des centaines de Djiboutiens. Oui. Et ils ont un contact direct toujours avec ces militaires, ces représentants des pays occidentaux, mais ils n'ont pas, personne ne travaille dans la base chinoise, on ne sait pas ce qui se passe, et ils n'ont contact avec personne. Il n'y a pas de Djiboutien dans la base chinoise. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul Djiboutien qui travaille là-bas. D'accord. Donc, on ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur. On ne peut même pas s'approcher à 200 mètres de la base. Si vous vous approchez à 200 mètres, tout de suite, il y a un garde qui réagit chinois. Les seules personnes qui peuvent accéder à cette base, qu'on a vu accéder à cette base, c'est 3 personnes. C'est Guelleh, qui peut rentrer. C'est Mohamed Jama, le colonel Mohamed Jama de la garde républicaine, qui part se faire soigner là-bas quand il a des problèmes de santé chez les Chinois. Parce que c'est le cheval de Troie de la Chine dans l'armée djiboutienne. Et puis l'ambassade de Djibouti en Chine, Abdallah Abdelhamid, lui aussi, quand il est à Djibouti, il peut aller se faire soigner dans l'ambassade de la Chine. Je veux dire, dans la base militaire chinoise. D'accord. Donc, c'est les 3 qu'on a vu. Personne n'y rentre, sinon. Personne n'y entre. Les 3 qui ont accès à cette base, c'est ces 3-là pour l'instant. D'accord.
Bon, comment vous voyez l'avenir, vous? L'avenir, je vois qu'il y a, je veux dire que l'avenir n'est pas si morose à Djibouti. J'espère que avec l'évolution de la situation, avec tout le travail qu'on fait d'une manière un peu différente du militantisme qui existait avant, je crois que ça commence à donner des fruits et bientôt on aura, on espère bientôt un changement de régime à Djibouti. On espère qu'il y aura, que le régime va partir en tout cas. Moi je pense qu'il vit ses dernières heures en fait. D'après ce qu'on voit, la Oui, mais cogitation qu'on voit auprès des qui peut le guerriers. remplacer aujourd'hui, à part sa famille, ses proches? Non, c'est quand je vous dis la fin du régime, sa famille, je crois que tous ces clics qui est au pouvoir actuellement, je crois qu'ils vont pas rester. Il se peut que même, j'ai pas officiellement, je veux dire 100% l'info, mais il se peut aussi qu'il y ait une affaire à Djibouti qui se passe, une affaire comme celle qui s'est passée à Banama, qui devient le Noriega de l'Afrique de l'Est. Oui, mais qui peut le remplacer aujourd'hui? En fait, il y a beaucoup de Djiboutiens qui sont capables, beaucoup de politiciens djiboutiens sont capables. J'en suis sûr, mais lequel, pour le moment, peut avoir, je dirais, l'adhésion de la population? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des personnalités qui peuvent avoir l'adhésion de la population? Je vous pose cette question parce que je vois l'opposition à l'étranger, pratiquement surtout en France et en Belgique, puis un petit peu en Suisse, mais je vois pas une personnalité émerger pour le moment. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être sur place des gens dont j'ai pas entendu parler et qui ont les capacités à devenir le patron. Oui, tout est possible. L'Afghanistan. Et Karzai n'était pas une personne visible et influente aussi. Oui. Ce qui s'est passé quand on a chassé les talibans du pouvoir, il y a Karzai qui est arrivé. Karzai n'était pas un homme influent ni un homme connu de la politique. Donc tout est possible. Oui, mais enfin, il a montré ses faiblesses. Il a montré ses faiblesses, mais il peut y avoir quelqu'un. Bon, tout est possible. Il faut tous attendre parce que je veux rien présager, mais tout est possible à Djibouti. Il faut tous attendre. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens du régime vont partir, c'est sûr. C'est sûr, ils vont partir et parce que ils n'arrivent plus à contrôler. La preuve. Aujourd'hui, l'une des moyens qu'il utilisait, Ismaël Omar, c'était quoi? L'une des moyens, c'était pas simplement la répression directe en massacrant ou en emprisonnant les gens. Aussi, c'était la propagande et la désinformation. C'était l'un des outils le plus efficace qu'Ismaël Omar a utilisé depuis longtemps, en fait, contre pas simplement le peuple djiboutien, contre beaucoup des communautés de l'Afrique de l'Est, le peuple somalien même, surtout. Par exemple, si je vous donne un exemple, il y a le Al-Shabaab. Si vous demandez à l'époque, il y a 3 ans avant, si vous demandiez à un Somalien qui finance Al-Shabaab, il allait te dire Dubaï. Là, il va vous dire les Émirats d'Arabes Unis, alors que c'était pas logique. Pourquoi il disait ça à un Somalien? Ismaël Omar a financé des médias somaliens. Il y a des jeunes Somaliens qui sont à l'extérieur ici de la diaspora, que Ismaël Omar donne des salaires et que eux, ils ont je veux dire, c'est des youtubeurs ou des influenceurs sur les réseaux sociaux et ils font passer je veux dire, de l'intox dans leurs médias pour faire croire à la population, pour désinformer la population somalienne en leur faisant croire que Al-Shabaab a le soutien de Dubaï, de l'Émirat d'Arabes Unis et tout ça. Or, c'est faux. C'est tout à fait faux. C'est archi faux. Il n'y a aucun intérêt que Dubaï soutienne Al-Shabaab. Premièrement. Deuxièmement, c'est pas un pays, Dubaï et Koweït, on peut dire, c'est l'un des pays les plus ouverts dans le monde arabe, surtout, je veux dire, dans le Golfe, dans les pays des Golfe. C'est tout à fait difficile que Dubaï soutienne des organisations terroristes. S'il avait dit le Yémen ou l'Arabie Saoudite, peut-être c'est possible, mais pas Dubaï. C'est tout à fait impossible que Dubaï soutienne des organisations terroristes. Et là, nous, qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 ans? Les Djiboutiens ont commencé à créer de petites chaînes, de petites radios sur les réseaux sociaux en langue somalie. On fait ça en langue somalie pour informer le peuple somalien.
pour leur faire comprendre qu'ils sont victimes d'une désinformation. Parce que le problème qu'on avait en Afrique de l'Est avant, les Djiboutiens, c'est que nous sommes le seul pays qui utilise la langue française et toutes les publications qu'on faisait étaient en langue française. Et ça, on était le seul consommateur de nos publications, c'était le peuple djiboutien. S'il n'y avait pas, la Somalie, l'Éthiopie, tout ça n'avait pas la possibilité de lire ou d'exploiter directement, voilà, nos publications. Donc, depuis 3 ans, on a commencé depuis 2018, je vais dire, fin 2018, on a commencé à aller sur les réseaux sociaux en tenant des séances ou, je vais dire, des interventions en langue somalie avec des analyses et des preuves à l'appui, en faisant comprendre au peuple somalien que c'est pas Dubaï c'est pas Dubaï qui soutient le Shabab, mais que c'était des mafieux, un système mafieux qui existe en Afrique de l'Est, dont leur base de cette mafia se trouve à Djibouti et que nous l'appelons la mafia djibouto-somalienne. Et cette mafia regroupe des politiciens, des businessmen de Djibouti, de la Somalie, du Yémen et de l'Éthiopie. Et du Kenya même, il y a certains des Kenyans même. Et ces hommes sont, le parrain de cette mafia, c'est Ismaël Omar. Tout le monde le sait, le plus grand parrain. Donc, la preuve, quand je dis ça, ce ne sont pas que des paroles, nous avons la preuve. Nous avons la preuve comment Djibouti amène des armes à Al-Shabaab. Donc, nous avons. Sous quelle forme vous avez des preuves? La preuve, par exemple, il y a en mai 2018, c'était en mai 2018, si je ne me trompe pas, j'ai la vidéo. 6 camions bourrés d'armes sont sortis de Djibouti, de la caserne de la garde républicaine de Djibouti, sont sortis et ils ont été arrêtés, interceptés à Adado, une ville qui s'appelle Adado, qui se trouve dans la région Galmudug, en Somalie, pas loin je veux dire à 400 km, 300 km de la capitale somalienne. Et les 6 camions, c'est les douaniers de cette ville qui l'ont intercepté. Et quand les chauffeurs, on les a demandé d'où est-ce qu'ils venaient et d'où est-ce qu'ils ont chargé ces armes, ils l'ont dit de Djibouti. Et même, ils l'ont dit qu'ils l'ont chargé de Djibouti. Et voilà, j'ai l'audio. La chaîne américaine VOA a fait une interview aux douaniers de cette ville. Ils l'ont interviewé sur la chaîne le douanier. Ils ont interviewé le chauffeur et ils ont dit, oui, on vient de Djibouti. On a chargé ces armes à Djibouti. Donc, tout le monde sait à Djibouti qu'il n'y a pas un marché d'armes comme le pays en guerre. On sait ça, on n'a même pas la possibilité de circuler dans la ville avec un petit couteau. Donc, le seul organisation qui a livré ces armes, c'est le régime djiboutien. Du moment qu'ils ont sorti de la base de la garde républicaine, c'est la base qui surveille directement. C'est à 2 mètres cette base se trouve juste à côté de la maison d'Ismaël Omar. C'est une force qui a été créée spécialement pour les intérêts d'Ismaël Omar. C'est pas une force, je veux dire, c'est pas une armée nationale vraiment. C'est une milice créée spécialement pour les intérêts d'Ismaël Omar. Donc, là, il n'y a jamais eu d'enquête. Ismaël Omar n'a jamais fait d'enquête. Deuxième chose, c'est l'attentat de la Chaumière. De l'hôtel La Chaumière. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'enquête. Des gens simples citoyens ont été arrêtés et torturés. C'était des innocents qui ont été accusés comme ça à tort. Ils ont été torturés. Certains sont morts et ils ne sont pas là. D'autres sont encore en prison. Ces gens n'ont rien à voir avec cet attentat. Ismaël Omar a fait cette manœuvre pour tromper le pays, qui ont perdu des gens dans l'attentat, comme les Américains ou bien la Turquie qui demandaient la conclusion de cette enquête. Mais il y a jusqu'à aujourd'hui, cette enquête n'a jamais, il n'y a pas eu de conclusion, cette enquête n'a jamais abouti. Oui, c'est vrai.